Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Evolution Talk, le podcast pour évoluer ensemble en tant qu'êtres humains et humanité. Je suis Benjamin Lotin et j'ai la grande joie d'être aujourd'hui en la compagnie d'Isor Lamoureux, médecin et auteur du livre Comment se soigner et guérir aujourd'hui aux éditions Exuvie. Bonjour Isor, Bonjour Benjamin, bonjour à tous, merci de me donner la parole. merci d'avoir accepté mon invitation. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais nous parler de ce qui t'a amené à exercer cette activité? Hmm. Alors, c'est une vaste question. Je vais essayer de résumer hein, mon chemin, mais alors, déjà, qu'est-ce qui amène à faire médecine? C'est, ça interroge parfois à cet âge-là, quand on a 16 ou 17 ans. Pour ma part, je n'identifie pas bien ce qui m'a amené à faire médecine et probablement une grande sensibilité à la souffrance dont j'avais pas tant conscience à l'époque. Et ensuite, je saute un peu les études de médecine, mais très rapidement, je me suis rendu compte qu'on ne soignait pas vraiment les gens, qu'on les guérissait pas, qu'on était plutôt palliatif avec la médecine conventionnelle. On apportait des traitements qui permettaient de maintenir la vie, de contrôler des symptômes, mais pas de faire régresser les maladies dans la plupart des cas. Et puis, donc à la fin de mes études, j'ai rencontré des acupuncteurs, j'ai rencontré plutôt des gens qui se soignaient en homéopathie que des homéopathes d'ailleurs à l'époque. Et ils m'ont raconté des guérisons ou en tout cas des traitements qui me semblaient absolument spectaculaires dans des situations dans lesquelles en médecine conventionnelle, on n'avait pas de réelles solutions rapides et efficaces. Et donc, j'ai vraiment voulu creuser ça et je me suis intéressée avec beaucoup de curiosité, beaucoup de candeur en fait à des tas de médecine pour finalement choisir de me former en premier en homéopathie. Et donc, pendant mon internat, donc là je vous situe à la fin de la sixième année, j'ai choisi médecine générale et donc il restait 3 années de formation de médecine générale. Et c'était vraiment très important pour moi de me former en même temps à l'homéopathie. Et depuis, je me forme sans arrêt à l'homéopathie parce que c'est aussi un long travail, tout en m'intéressant à diverses autres approches qui me semblent ouais, très, très intéressantes pour accompagner les personnes et pour chacun, pour prendre soin de soi. Ce qui me motive à chaque fois, en fait, aussi de me dire qu'il y a énormément, énormément de propositions de soins aujourd'hui, de thérapies en tout genre, plus ou moins pertinentes d'ailleurs. Et en fait, les personnes viennent en nous consulter avec ça. Et donc, moi, ça me semblait impossible en tant que médecin de ne pas être au courant de ce que c'était que les huiles essentielles, de ce que c'était la naturopathie, de ce que c'était le jeûne un peu plus tard, quand j'ai découvert le jeûne. Et ça, on en parlera peut-être un petit peu plus longtemps tout à l'heure. Voilà mon parcours en très accéléré. Mhm. Et alors, comment ça se passe les études de médecine? Parce que c'est quelque chose pour le commun des mortels comme moi qui paraît vraiment très difficile et peu accessible. Comment est-ce que ça se passe et est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ces années-là que tu as vécues? Mm. Je pense que tout le monde répondrait pas à la même chose et ça se passe c'est vécu de manière très différente en fonction des personnes. Hum, Moi, la première année de médecine a été a été une des plus confortables de ma vie d'une certaine manière parce que faut imaginer que quand on travaille du lever au coucher sans rien faire d'autre, euh, et qu'on n'a pas évidemment besoin de travailler à côté pour payer ses études, la vie est tout de suite plus simple parce que on fait que travailler. Euh, Ensuite, les années suivantes, chacun les vit comme il veut. Moi, j'ai voulu les vivre en travaillant aussi beaucoup euh, parce qu'il y a énormément de connaissances à engranger. Et puis, finalement, il y a énormément de services, plein de spécialités, et on ne peut pas passer partout. Alors moi, c'était comme je visais la médecine générale, en fait,
pour avoir beaucoup de liberté dans mon exercice. Je ne souhaitais pas être spécialiste, je ne souhaitais pas me restreindre à un organe. Donc, je voulais faire médecine générale et pour ça, je voulais faire le maximum de stages différents possibles et des stages intéressants. Alors qu'il y a beaucoup d'étudiants en médecine qui font les stages où on travaille le moins et où on peut partir le plus vite possible pour aller bosser les cours. Moi, j'ai pas vu ça de cette manière-là. Je voulais vraiment diversifier euh, mes enseignements. Et j'ai vécu les choses parfois de manière un petit peu difficile parce que je commençais déjà à m'intéresser à d'autres approches et donc on est confronté à beaucoup de contradictions et d'oppositions entre ce qu'on peut lire. Je prends l'exemple des produits laitiers par exemple. Euh, En médecine conventionnelle, on va énormément les mettre en avant et les prôner. Et quand on s'intéresse à d'autres formes de diététique, c'est tout le contraire. Donc, il y a un conflit ou une dissonance qui se crée. C'est pas toujours évident. Euh, voilà. Ensuite, l'internat, ben, c'était pareil. En fait, on est obligé de travailler dans le sens de la médecine conventionnelle, qui est indispensable et qui est un pilier majeur de la santé et de la médecine aujourd'hui. Je peux pas renier ça. Mais quand on commence à s'intéresser à d'autres approches, ça peut être un peu perturbant parfois parce qu'on sait qu'on ne rend pas service de la meilleure manière possible. Ou en tout cas, euh, on, on comprend vite que l'essentiel se situe peut-être ailleurs parce que il y a des échecs dans les deux cas, que ce soit en médecine complémentaire, alternative, on appelle ça comme on veut, ou en médecine conventionnelle. Et rapidement, en fait, je, je pense il faut prendre conscience que l'essentiel se situe dans la relation, dans l'écoute, dans l'échange, dans l'intention qu'on met à aider l'autre, à venir l'aider. Et ça, c'est un apprentissage aussi quotidien qui est pas évident. Voilà. T'avais des questions ou précises sur les études de médecine? Ah, mais c'était pour avoir un petit peu un aperçu voilà, de à quoi ça pouvait ressembler et puis qu'est-ce qui t'avait aussi ben, du coup le plus intéressé durant cette période d'études, mais tu as répondu et donc du coup de ça tu t'es tourné plus vers l'homéopathie, c'est ça? Est-ce que tu pourrais nous en parler Hmm. Oui, oui. Alors, ça peut paraître étonnant, mais moi, j'ai beaucoup aimé autant la chirurgie que les urgences, etc., hein. C'est vraiment... euh, Mais par contre, je correspondais à une autre forme de thérapie ou de soins qui s'inscrit plus dans le traitement de fond et la vision globale et d'avoir le temps aussi pour les gens. Donc, moi, j'ai découvert l'homéopathie d'abord en parlant de biodynamie avec des personnes qui travaillent en permaculture ou des maraîchers, des paysans. Et je raconte souvent ça parce que euh, c'est au contact de la vie et des autres, de ce qui est non-médecine, justement, que peut-être on apprend le plus parfois. Et donc, j'ai découvert cette biodynamie et ça m'a emmené vers l'homéopathie qui est complètement différente, qui n'a évidemment rien à voir, mais qui a des liens très, très distants. Euh, et ma première étape en homéopathie, c'était de me former à ce qu'on appelle en France l'homéopathie pluraliste, qui n'est pas l'homéopathie originelle classique, mais qui est la plus pratiquée en France et c'est assez malheureux en fait, il faut dire. Et ensuite, j'ai découvert l'homéopathie euh, qu'on appelle uniciste, mais qui est en fait l'homéopathie tout court, celle qui se pratique depuis les fondements et dans le monde entier. Euh, et qui est une homéopathie très précise, très méthodologique, quasiment scientifique. J'ai pas peur de le dire. Il y a une part, comme toujours, une part scientifique et une part artistique, qui sont les deux aspects, les deux polarités, les deux sources en fait de toute pratique. Ou- Et, euh, et c'est une médecine qui se propose.
de mener les personnes à la guérison. Après, on peut mettre des tas de choses derrière le mot de guérison, évidemment, mais et qui suit des lois très précises de guérison. Et voilà, donc moi, je me suis donnée à cette médecine-là quelque part. Je me mets au service de cette médecine qui est très difficile, qui est peut-être de plus en plus difficile dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, mais qui me semble nécessaire de faire vivre et de faire connaître. Hmm. Alors, et quelles sont les différentes approches de l'homéopathie? C'est quoi les différences fondamentales justement entre cette homéopathie originelle et, Hmm, et celle hmm, puriciste qu'on... ouais. Alors, l'homéopathie pluraliste, c'est le fait, c'est de donner plusieurs remèdes à la fois. Et l'optique, elle est plus symptomatique. Enfin, il y a une idée de traitement de fond, de traitement global pour augmenter la santé de la personne et amener à la guérison petit à petit. Mais la plupart du temps, c'est pas pratiqué comme ça et c'est plutôt symptomatique, c'est-à-dire donner un remède homéopathique contre un symptôme. Et donc là, on fait de l'allopathie déguisée, parce qu'on utilise des granules homéopathiques, etc. Mais la technique en elle-même et le principe utilisé, c'est de l'allopathie. On va aller contre le symptôme. Et ça, soigner le symptôme allopathiquement, eh ben, c'est pas forcément mieux qu'un médicament chimique. On va pas soigner la personne sur le fond, donc de manière globale, elle va pas aller mieux en termes de niveau de santé et voire même parfois pire parce qu'à force de bloquer les symptômes, à force de traiter uniquement des symptômes et pas la personne qui a ces symptômes, on, on l'aggrave en fait, hein, pour dire ce qui est, parce qu'on empêche la force vitale de s'exprimer et on ne soigne pas la force vitale de la personne, on ne soigne pas son essence. Voilà. Alors qu'en homéopathie uniciste, on donne un seul médicament à la fois pour tout un tas de raisons que je ne peux pas détailler, mais qui sont vraiment très importantes et pertinentes. On donne un médicament à la fois pour pouvoir euh, suivre en fait ce qui se passe de manière assez précise dans la force vitale et aller petit à petit de remède en remède dénouer tout un tas de strates d'informations que la personne a accumulées et qui l'a rendu malade. Ça peut être euh, des traumatismes, des émotions, euh, des, des pollutions, n'importe quoi, tout ce qui fait qu'on devient malade et qu'on dénoue petit à petit euh, pour améliorer la santé avec une alternance de situations où on a des maladies aiguës, des alternances de situations où ça va être plutôt l'état chronique qui va parler. Mais c'est remède après remède qu'on arrive à augmenter la santé. L'avantage de faire comme ça, c'est que quand on se trompe de médicaments et que on est symptomatique, donc allopathique, on supprime le symptôme, mais on ne soigne pas la personne, on s'en rend compte facilement, on s'en rend compte et on peut corriger le tir, en fait. Mais en homéopathie classique, en fait, on a énormément de travail sur cette conscience-là et cette observation-là de la personne pour s'assurer qu'elle va de mieux en mieux et pas juste qu'on supprime les symptômes et qu'en fait, elle ne va pas mieux. Elle n'est pas en train de guérir. Donc, c'est hyper important et quelle que soit la thérapie qu'on fait, en fait, hein, homéopathe ou pas homéopathe, d'avoir cette conscience-là des lois de guérison et des chronologies de guérison euh, et de prendre la personne en charge dans une globalité qui va au-delà de juste corps, esprit, âme, une globalité historique. Moi, j'aime bien dire ça, une globalité, c'est-à-dire comprendre le futur, le présent et le passé de la personne. Vraiment avoir une vision très large, très vaste de l'évolution de, de sa pathologie et de son être, en fait. Voilà. Hmm. Tu parlais de ces lois de guérison et de ces grands principes. Est-ce que tu Mm. pourrais nous détailler un petit peu Oui. Alors, en homéopathie, on estime que la guérison procède
selon différentes étapes. Alors, de l'intérieur vers l'extérieur, c'est-à-dire que quand on a tout un ensemble de symptômes, ça va être d'abord les symptômes internes, par exemple rhumatologiques ou digestifs, qui doivent guérir avant les symptômes cutanés de la peau. Donc, c'est pas à nous de décider si on veut soigner d'abord l'eczéma ou d'abord un autre problème interne. En fait, c'est la force vitale, hein, qui guérit dans l'ordre qui lui est possible. Donc, de l'intérieur vers l'extérieur, du haut vers le bas. Donc, ça peut arriver que quand on soigne une éruption cutanée, un problème, un eczéma, un psoriasis dans le haut du corps, à fur et à mesure, il se déplace vers le bas. Et ben, c'est un bon sens de guérison. Ça peut être des symptômes internes aussi de la même manière. Et du plus récent au plus ancien. Donc, le plus souvent, on va voir d'abord les symptômes récents régresser et ensuite les plus anciens. Ce qui est très intéressant en homéopathie, c'est qu'on voit revenir les symptômes antérieurs au fur et à mesure qu'on soigne la personne. Des symptômes anciens qui reviennent. Et ça, c'est très bon signe. Donc, même des symptômes anciens qui ont été traités par des tas d'autres médecines ou thérapies reviennent, sont réexprimés par la force vitale de la personne et à ce moment-là, on peut les soigner et, entre guillemets, les guérir au sens où l'homéopathie l'entend. Et donc, le quatrième voie de guérison, c'est du psychisme au physique. Donc, on va toujours espérer d'abord une amélioration psychique, énergétique, retrouver de l'énergie, retrouver de la forme, retrouver un état mental et émotionnel stable et adapté avant de voir les symptômes du corps changer. Ce qui peut un petit peu contrarier certaines personnes qui aimeraient que ça change dans leur corps, dans les symptômes qui la dérangent vraiment et qui l'ennuient. On est parfois surpris, en fait, certaines personnes consultent pour des problèmes physiques alors qu'elles vont pas du tout bien moralement, mais elles se sont habituées. Et pourtant, il faut en homéopathie que ça aille mieux au plan psychique avant le plan physique. Et alors justement, cette importance du psychisme, des pensées, des émotions, euh, Mhm. comment est-ce que l'on repère ça chez la personne et comment est-ce qu'on justement on peut l'accompagner au mieux pour retrouver un mieux-être à ce niveau-là? Hmm. Je pense que ça dépend vraiment de la sensibilité du thérapeute et de l'homéopathe ou du médecin. Ça, c'est très dépendant de ce qui nous a intéressés et comment on s'est formé. En homéopathie, on a une technique d'anamnèse qui est particulière et on va poser des questions en fonction de ce qui se présente aussi, en fonction de ce que la personne nous dépose et de ce qu'on va sentir chez elle, aussi dans son langage non verbal, sa façon de se tenir, son visage, ses mimiques, ses gestes. Et de ce qu'on ressent. Et puis de toute façon, on pose toutes les questions. Moi, je pose toutes les questions, de savoir les émotions dominantes, mais même celles qui n'ont pas l'air du tout présentes, parfois on est étonné de personnes qui ont l'air toutes douces. Si on leur pose la question de l'état de leur colère, elle peut être très très importante, avec beaucoup de pulsions. Donc on pose des questions sur des pulsions psychiques, on pose les questions sur les rêves, enfin sur tout, et puis les traumatismes anciens, les violences. C'est vraiment un interrogatoire très, très complet, très, très élargi. Pas toujours quand on arrive à cibler rapidement, mais moi j'aime bien quand même balayer très, très, très large pour avoir une idée globale. Et après, ça dépend des formations qu'on a eues. Ensuite, en homéopathie, c'est assez simple. C'est pas une médecine théorique, c'est pas une médecine. En fait, c'est parfois difficile à comprendre pour les Occidentaux, pour les patients, mais on cherche juste le remède et on cherche juste à donner le remède qui va faire le boulot après. Euh, dans cette recherche-là, effectivement, on écoute beaucoup les gens et ça fait du bien. Il y a beaucoup de choses qui passent par la discussion, l'échange, l'écoute et la validation. On valide les symptômes et c'est parfois euh, surprenant pour les personnes de dire mais vous m'écoutez puis en plus ça vous intéresse alors ça intéresse d'habitude personne et c'est surtout si je dis ça à mon médecin
il lève les yeux au ciel et il me dit que c'est n'importe quoi. Alors que nous, on va justement être super intéressés par tous ces symptômes un peu n'importe quoi, bizarroïdes. Et ça me fait du bien. Mais on va pas faire de la psychothérapie forcément, sauf si on a une sensibilité par rapport à ça, parce qu'on compte sur le remède pour entraîner cet équilibrage. Et quand le remède agit sur ces plans psychiques, émotionnels, il y a tout un équilibre qui va se faire et beaucoup de choses qui vont changer, comme par exemple l'attirance vers les aliments, les types addictifs. Ça va redonner plus de capacité à la personne à discerner ce qui est bon pour elle et à faire des choix. Donc c'est vraiment holistique dans ce sens-là. Ça va faire le job de manière générale et on évite de faire des injonctions alimentaires ou diététiques parce qu'on n'a pas de théorie là-dessus, en fait. Il y a pas de théorie sur ce qui est bien ou pas bien de manger, à part d'avoir une hygiène alimentaire. Je fais une petite parenthèse là-dessus. Oui, en médecine, il y a l'hygiène et il y a la thérapie, la thérapeutique. Et l'hygiène, elle est fondamentale. Donc, c'est pas parce qu'en homéopathie, on dit qu'on n'a pas de diététique ou de nutrition, de principe, des injonctions alimentaires, qu'il n'y a pas une hygiène et on fait pas n'importe quoi non plus. Hmm. Tu parlais de cette approche holistique. Mhm. Qu'est-ce que c'est une approche holistique selon toi? Alors, selon moi, c'est pas très intéressant. Moi, ce que j'aime bien, c'est de regarder comment le sens d'un mot peut différer en fonction des différentes médecines. Moi, j'appelle ça des paradigmes. Mais les différentes médecines, par exemple, je reprends le schéma de mon livre parce que c'est vraiment ce que j'ai voulu exprimer dans le livre. Dans le livre, je présente et je décris 6 médecines différentes. La médecine conventionnelle, l'ostéopathie, la médecine chinoise, la médecine homéopathique, la médecine naturopathique et puis les approches psychospirituelles qui sont un petit peu à part. Et en fonction des différents points de vue où on se place, des différents paradigmes, des différentes médecines, les mots prennent un sens différent. Guérison prend un sens différent et holistique aussi un petit peu. De manière très générale, être holistique, c'est prendre en charge la personne. Et d'ailleurs, ça s'applique pas qu'à la médecine, hein. On peut être holistique en, en permaculture, etc. Mais donc, c'est prendre en charge la personne dans toutes ses dimensions, physiques, morales, émotionnelles, spirituelles, et puis donc s'intéresser à la nutrition comme à ses considérations sociales aussi. Et intégrer tout ça dans la prise en charge de manière cohérente. Et il y a plusieurs manières de le faire, en fait. Soit on prend tout ça par petits bouts, c'est-à-dire qu'on va s'occuper d'une une partie, la nutrition, en petit 2, les émotions, en petit 3, la vie sociale, en petit 4, trouver une thérapeutique, etc. Soit on va être holistique en un seul geste, si je puis dire les choses comme ça. Et en homéopathie, c'est un peu ça. C'est que dans l'anamnèse homéopathique, on s'intéresse à ce que vit la personne, les situations qu'elle rencontre dans sa vie, les schémas qui se répètent, les émotions, le physique, ce qui l'attire comme nourriture, etc. Et le remède doit embrasser, englober tout ça. Alors parfois, c'est pas un seul remède qui le fera, ce sera la succession des remèdes, mais en tout cas, la thérapeutique, elle permet un mouvement général dans tous ces domaines-là. On va pas les traiter les uns à part les uns des autres. Voilà. Et donc, chaque approche a sa vision du soin et de la guérison. C'est Mm. des mots qu'on entend assez souvent et pour lesquels il y a différentes visions. Est-ce que tu pourrais nous en parler de la différence entre le soin, la guérison et de qu'est-ce qui soigne et de qu'est-ce qui guérit, s'il y a quelque chose qui guérit? Euh, c'est une question difficile. Hum, je... C'est vraiment une question difficile. Qu'est-ce que le soin et qu'est-ce que guérir? Et d'ailleurs, je pense que c'est à chacun de le définir pour lui-même. Euh, le soin, c'est le mouvement.
qu'on va porter à une personne pour lui venir en aide et l'intérêt qu'on va porter à sa personne, à ses qualités euh, de, euh, de personne et, euh, et l'intention qu'on va avoir pour qu'elle aille mieux. Et donc, dans le soin, c'est très, très large et ça peut être juste une écoute ou une écoute active, savoir correctement écouter les personnes, c'est tout un art, ça s'apprend. Et à mon avis, tout le monde devrait l'apprendre, thérapeute ou non. Euh, et ça peut être après un soin à son corps. Euh, Ça n'a pas forcément une intention de guérison. Et là, ça peut être simplement de soulager la personne. La guérison, pour moi, c'est à chacun de définir ce que c'est pour lui, en fonction de ses objectifs de vie et de là où il en est, en fait, à l'instant. Est-ce que c'est la disparition des symptômes? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est un processus, la guérison, ou est-ce que c'est un objectif, un état final, en fait, un état final euh, possible ou utopique d'ailleurs, où on n'aurait plus de symptômes, voilà. Est-ce que c'est un aspect spirituel ou est-ce que c'est physique ou les deux? Moi, je pense que c'est important à cet endroit-là de s'intéresser à ce que la personne souhaite pour elle-même. Et c'est parfois déterminant, en fait. Ou en tout cas moi, en tant que thérapeute, je cherche toujours vraiment la guérison, mais parfois, c'est pas ce qui est demandé. Et là, il faut trouver le juste milieu ou la justesse de savoir comment on peut aider la personne au mieux sans faire, comme je disais tout à l'heure, des suppressions de symptômes qui vont peut-être la satisfaire temporairement, mais qui vont faire que l'aggraver au final. Mais quand même répondre à son besoin qui n'est pas forcément aussi poussé qu'un chemin, qu'un processus de guérison. Donc ça, c'est quelque chose qui se cherche perpétuellement, tous les jours. C'est un peu le défi de chaque consultation. Euh, mais moi, je serais pas. Évidemment que dans l'absolu, la guérison, c'est la disparition de tous les symptômes et le bien-être, etc. Mais pour moi, c'est pertinent. Quelqu'un qui me dit, malgré la progression d'une maladie chronique grave, un cancer ou autre, euh, que, que ça lui a apporté en tant qu'humain, spirituellement, et qu'elle se sent grandie et qu'elle se sent changée, et que pour elle, c'est une forme de guérison. Je pourrais complètement l'entendre et ça s'entend en fait. Il y a des personnes qui témoignent de ça. Donc peut-être que la guérison, ça peut, dans certains cas ou pour certaines personnes, être cette découverte de soi-même, cette euh, retrouvaille avec un sens dans la vie et une nouvelle perception du monde. Voilà. Euh, en, En homéopathie, on va dire que c'est cette euh, affranchissement de l'ego qui reste présent, qui reste là, mais une amélioration du niveau de santé global où les symptômes physiques sont évidemment plus légers, mais où la personne est aussi plus autonome, a plus de libre arbitre, plus de discernement, plus de c'est le mot humour qui me vient. Alors, j'ai jamais lu ça en homéopathie, mais peut-être qu'aussi, c'est un signe de bonne santé d'avoir plus d'humour. Bon, c'est ce qui me vient. Mais plus de joie, etc. Et, et oui, en fait, plus d'autodétermination, je crois que c'est un des critères de guérison, en fait. De pouvoir faire plus de choix pour soi-même et de moins répondre à toutes les croyances ou toutes les injonctions ici ou là aussi. Et justement, tu parlais de l'ego et justement, quel est son rôle dans la maladie? Puisque parfois l'ego peut peut-être s'identifier aux symptômes qui sont ressentis ou à la maladie. Et est-ce que en l'humain, il n'y a pas une part
qui a envie de guérir et une part qui a peut-être moins envie que les choses Hmm. changent. Est-ce que tu observes ce genre de paradoxe? Oui. Euh, oui, oui, bah, je l'observe chez les patients. Moi, j'ai pas besoin d'aller aussi loin parce que ça s'observe aussi en soi-même. Euh, donc, alors, je sais pas si c'est une question d'ego ou pas, parce que là, je vais pas rentrer dans des détails de vocabulaire sur l'ego ou quoi, mais je pense que euh, alors, il faudrait redéfinir ce que c'est que la maladie et la santé et tout, mais euh, bon, pour moi, la maladie, c'est pas forcément quelque chose de complètement négatif. C'est un déséquilibre de la force vitale, un déséquilibre, une disharmonie, un désaccordage aussi. On parle de désaccordage de la force vitale, euh, qui peut répondre et qui peut avoir répondu à un moment à un besoin du corps pour s'adapter à une nouvelle situation ou ou pour somatiser euh, aussi un stress, un choc trop important pour pas qu'il reste dans le mental ou qu'il encombre les émotions ou qu'il pourrisse la vie, il vient se somatiser dans le corps. Euh, Certains disent la maladie cherche à me guérir. Bon, ça peut être dans certains cas, c'est un petit peu, il faut nuancer un petit peu cette phrase-là. Mais donc la maladie, elle vient, c'est un déséquilibre, mais d'une certaine manière, ça recrée un état d'équilibre dans la personne. Euh, c'est très paradoxal, mais il y a une forme d'inertie dans les maladies chroniques quand elles s'installent, hein, une forme d'inertie qui fait qu'on est en équilibre avec sa maladie parce que euh, il y a une forme de cohérence qui se crée entre le physique, le psychisme et le mental, les émotions. C'est toujours cohérent. Et donc là, on est ancré dans notre truc, dans notre histoire, auquel effectivement on finit par croire et s'identifier. Euh, Il y a des personnes qui trouvent que leurs symptômes sont normaux et puis ça fait longtemps et puis ça changera pas. Euh, et elles s'habituent à ça et ça redéfinit tout leur rythme de vie. Ça change plein de paramètres. Ça donne des obligations dans la vie parce qu'on est obligé d'adapter sa vie à son problème. Et donc, il y a une forme d'inertie. Et quand on veut guérir, par, pour des raisons qui sont parfois difficiles à discerner, mais il y a des moments où ça émerge en soi, on sent qu'il faut guérir là. On sent que c'est mûr, on sent que c'est prêt et que là, il va falloir consulter. Et souvent, dans ces moments-là, on consulte plein de thérapeutes en même temps, ce qu'il faut pas faire. Mais il y a un moment où là, ça émerge et où c'est prêt. Et, et là, la thérapie, quelle qu'elle soit, en fait, elle va devoir vraiment apporter beaucoup d'énergie pour perturber cet équilibre qui s'est créé dans le déséquilibre, en fait, et, et parfois redéséquilibrer encore un peu plus, déconstruire, casser, pour pouvoir reconstruire autrement et en meilleure santé. Donc, donc oui, il y a des moments d'identification et et des moments un peu critiques comme ça de perturbation qui sont, qui sont importants à saisir pour transformer en fait, pour retrouver un état d'équilibre plus juste, là, plus harmonieux pour le coup. Et quel serait l'état d'esprit idéal à avoir lorsque on est malade? Parce que j'ai l'impression que pour beaucoup de personnes, la maladie réveille beaucoup de peurs profondes et des pensées et des émotions négatives qui, je pense, enfin, dans la plupart du temps, sont pas Mm, forcément bénéfiques euh, mm, pour, euh, pour aller mieux. mm. Est-ce que tu as des choses à nous partager là-dessus? Oui, oui. Alors, il faudrait qu'on discerne, mais ça pourrait rendre un peu les choses compliquées, les maladies aiguës et les maladies chroniques. Les maladies aiguës, la plupart du temps, sont pas vraiment des maladies. En fait, c'est des efforts d'adaptation du corps à des facteurs extérieurs ou intérieurs, émotionnels ou climatiques, etc. Et,
Euh, et parfois, on appelle ça même des crises d'élimination, en naturopathie, par exemple, des décharges de toxines, etc., ou des crises de guérison. On va vraiment utiliser ce terme-là. Donc, c'est là qu'on voit qu'on a hum, mal connoté les mots de maladie et de santé, parce que la maladie fait partie de la santé dans ce sens aigu, de nettoyage ou d'adaptation à l'environnement. L'environnement est en transformation constante, donc c'est nécessaire et obligatoire que de temps en temps, on ait des fièvres ou des maladies, etc., aiguës, pour se mettre en accord et pour avoir tout un apprentissage du système immunitaire. Voilà. Donc, bon, et la médecine conventionnelle serait pas du tout d'accord avec mon discours, mais la plupart des courants de pensée alternative trouveraient un sens dans ce que je suis en train de dire, je pense. La maladie chronique vraiment ancrée, c'est autre chose, c'est que le corps n'est plus en capacité de s'adapter ou de guérir, ou il est dépassé dans ses fonctions et dans ses ressources. Et donc, en naturopathie, on dira il s'encrasse, et donc ça devient, commence à y avoir vraiment des lésions. Euh, En homéopathie, on n'utilisera pas du tout ces mots-là, par exemple. Mais en tout cas, sans apport d'une thérapie, dans ces moments-là, le corps ne peut plus s'adapter tout seul ou se transformer. Donc l'attitude à avoir, elle dépend des situations dans lesquelles on se trouve, et elle dépend des personnes. Moi, je pourrais pas avoir, enfin, dicter une conduite particulière. Euh, Quand on est malade, c'est difficile de s'en réjouir. Moi, ça m'arrive de m'en réjouir, entre guillemets, quel que soit, même si c'est parfois très dur ou oui, très difficile, voire inquiétant, mais c'est forcément biaisé parce que je suis aussi de l'autre côté du bureau, donc j'ai toujours un intérêt à être malade, et c'est des expériences qui m'ont toujours, enfin, beaucoup apporté, et ça peut sembler un peu bizarre à dire, mais j'ai beaucoup appris, et voir, je vois pas comment je pourrais être médecin sans avoir moi-même vécu l'état de maladie. Et homéopathe d'ailleurs aussi, comme ça, j'ai senti l'effet des remèdes sur moi. Donc, on peut avoir une attitude curieuse dans certains cas quand c'est pas trop grave, ou alors on peut rester avoir deux attitudes complémentaires et simultanées. Euh, avoir peur, oui. Avoir du stress, oui. Avoir de l'inquiétude, avoir besoin de savoir, et c'est peut-être sain. Ça permet de rester dans le circuit de médecine conventionnelle, faire ses diagnostics, sécuriser les choses. Ça me semble aussi très important de garder cette attitude-là et d'être à l'écoute de ce qui se passe en soi. Et parallèlement, d'avoir un recul sur ce qui se passe, une forme de curiosité, et en fonction de ses croyances, en fonction d'où on vient ou à quelle médecine on se sent appartenir, médecine chinoise, homéopathique, approche psychospirituelle, etc. euh, Prendre un temps de recul et s'observer selon ce prisme-là, pour poser un autre type de diagnostic et peut-être accueillir les symptômes différemment. L'intérêt de ces médecines-là, c'est justement on va faire toute une recherche, une enquête, une observation de soi qui est déjà un soin. On va s'observer selon, voilà, qu'est-ce qui nous est arrivé, selon le yin et le yang en médecine chinoise, ou des points de vue énergétiques, etc. Et c'est déjà prendre soin de soi, c'est déjà une attitude de soin envers soi-même. Et c'est peut-être ça, en fait, l'attitude à avoir quand on est malade. Hmm. Et justement, dans toutes ces approches, puisque quand on est malade, on peut se tourner vers un bon nombre d'approches différentes qui sont là, il y en a de plus en plus, j'ai l'impression. Et comment ne pas être perdu face à tout ça et avec quoi on peut se guider pour, disons, avancer sur son chemin pour prendre soin de soi. Mhm. Oui, euh, pour continuer, et ça va répondre à ta question.
La première aussi chose à se poser dans l'attitude, quand on est malade, c'est de quoi on a besoin et de quoi on a envie comme type de soin. Euh, et parfois, la réponse est, là, en fait, j'ai besoin d'allopathie. Là, ça sature, c'est au-delà de mes capacités. Là, j'ai besoin d'allopathie et après, on gère les choses différemment. Voilà, c'est de savoir faire un choix entre les différentes approches. Euh, alors moi, j'ai écrit ce livre justement parce que mon hypothèse, c'est que ça devient tellement confondant, toutes ces thérapies. Il y a tellement de choses qui sont parfois contradictoires, opposées, que il faut les connaître un minimum aussi pour bien s'impliquer dedans. Parce que ce qui était peut-être pas le cas il y a quelques décennies, mais maintenant, ça me semble essentiel de participer à son traitement pour le rendre, pour l'optimiser déjà, pour éviter de le saboter même, et donc de s'y intéresser dans la théorie et dans la pratique pour faire une part du travail, quoi. Parce que je pense que maintenant, ça peut plus être seulement les thérapeutes qui font, et que la part de l'époque invite vraiment chacun à s'investir dans sa santé et dans la médecine qu'il choisit. Ça, c'est ma thèse, on peut penser différemment. Euh, donc, s'y intéresser et après, quand on choisit une médecine parce qu'elle nous semble correspondre à notre système de pensée, notre système de croyance, qu'on se sent bien avec les principes, et ben, s'y immerger un peu. Si on change tout de suite rapidement et qu'on va voir tout le monde en même temps, on risque de contredire les médecines, de les antidoter, de les saboter, de les brouiller de sorte que le thérapeute lui-même, en fait, ne s'y retrouve pas plus forcément et ne sait plus si ce qu'il a fait était pertinent ou pas, parce que ça a été intercepté par d'autres pratiques. Euh, en soi, je rejette rien, même si j'ai ma petite idée sur certaines méthodes, pratiques, etc. Mais il faut que ce soit fait de manière cohérente. Euh, D'ailleurs, je, 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 je pourrais dire que il existe des médecines, celles que je présente, dans lesquelles il y a une hygiène de vie, une thérapeutique, des principes, une philosophie, des fondements, une médecine vraiment structurée, méthodologique, qui englobe beaucoup plus, qui n'est pas juste une technique, qui englobe toute une philosophie qui peut s'inscrire dans la vie. C'est comme ça qu'on reconnaît une médecine. Et à côté de ces médecines-là, qui sont autosuffisantes en elles-mêmes, c'est-à-dire que si on s'implique vraiment dans cette médecine-là, dans ce paradigme, on peut aller mieux, on peut, entre guillemets, guérir. Alors qu'à côté de ça, il existe des techniques qui sont indépendantes de toute médecine, qui sont juste pratiquées comme ça et qui sont décorrélées d'un système de pensée globale, décorrélées d'une hygiène, décorrélées de tout. Et là, c'est de la technique et ça me semble euh, intéressant ponctuellement, mais douteux pour une progression cohérente et pertinente vers la guérison. Hmm. Et justement, dans toutes ces approches qui peuvent se contredire, donc c'est ce que tu as fait dans ce livre, mais est-ce que tu pourrais nous parler justement de comment est-ce qu'on peut créer des ponts et peut-être se diriger vers une santé intégrative? Est-ce que tu pourrais nous parler aussi de ce concept de santé intégrative? Oui. Hum, c'est vrai qu'entre les différentes médecines, on trouve peut-être plus de divergences ou alors de différences vraiment très très marquantes, surtout dans l'alimentation. Euh, et pour préparer cette émission, j'ai écouté celle que tu as faite avec Fabien Moine, qui a édité ce livre et qui m'a formée au jeûne. Et je savais pas, mais on a un peu le même cheminement, parce que c'est en découvrant toute cette confusion dans les régimes alimentaires, les diététiques, les propositions nutritionnelles de régimes qui guérit, etc., et toutes les oppositions qu'il peut y avoir, que,
qu'on a évolué sur cette réflexion sur qu'est-ce qu'est le soin, guérir et la notion de terrain, d'individu, euh, et et finalement, on en parlera peut-être plus tout à l'heure, mais de développer ses propres capacités intuitives à savoir ce qui est bon pour nous. Et ça, toutes les médecines le permettent en fait au fur et à mesure du traitement. Et- Alors, répondre à ta question sur les convergences, eh bien, même si tout est très divergent, il y a quelques points dans l'alimentation qui se rejoignent et, euh, et ils sont très peu nombreux, mais on peut les trouver. Et donc, il y a le fait d'éviter les aliments transformés, d'éviter les produits sucrés. Les produits laitiers, ça revient quand même assez souvent. C'est rare une médecine qui va conseiller les produits laitiers, sauf dans certaines situations assez rares. Ensuite, ce qui converge, ça peut être ce que je disais tout à l'heure, le fait d'avoir à la fois une hygiène et une médecine thérapeutique. Le souci d'être... Alors là, je parle des médecines uniquement non conventionnelles, parce que la médecine conventionnelle est vraiment à part pour moi. Donc, dans les autres médecines, l'idée est vraiment d'être holistique, donc de prendre en charge la personne dans sa globalité et pas morceler les organes, pas séparer le corps, l'esprit et les organes entre eux. Et ensuite de, de- de- d'accorder au patient une part de participation, euh, une partie du chemin, voilà, doit être faite par le patient. Et finalement, ce que j'ai conclu ou cru comprendre de mon expérience et de mes recherches, la manière dont je conçois le soin aujourd'hui, ce qui reste la pierre angulaire dans toutes les médecines, c'est la relation et le contact qu'on va avoir avec la personne. Euh, voilà, est-ce que ça passe ou pas? Est-ce que ça matche ou pas? Est-ce que le thérapeute est capable de venir au contact de mon être, donc de ma force vitale, de qui je suis, est capable de le découvrir avec sa propre technique d'anamnèse, hein, qui peut être l'interrogatoire ou qui peut être euh, d'autres choses, en fait, l'intuition ou le diagnostic en médecine chinoise, etc., ou l'ostéopathie par les techniques manuelles, mais de venir au contact de qui je suis. Est-ce qu'il est capable de créer cette relation et ce lien à ma force vitale, de trouver le chemin, en fait, de cette force vitale? Et moi, est-ce que je suis capable en tant que consultant, que patient, de rentrer dans cette relation aussi et de participer à mon soin? Je pense que c'est dans ce lien-là qui se crée que peut émerger vraiment le soin. Ça reste très abstrait, mais j'espère que les personnes qui écoutent peuvent le sentir. C'est très abstrait, mais ça se vérifie en fait, il me semble. Justement, tu parlais de cette intuition-là qui doit être aussi utile, j'imagine, pour trouver la bonne personne pour nous aider à avancer lorsqu'on a besoin. Euh, Comment est-ce qu'on peut l'écouter d'après toi et comment est-ce qu'on peut la développer, cette intuition? Par quelle voie elle passe? Hmm. Euh, alors, par quelle voie elle passe? L'intuition, ça va dépendre des personnes et chacun va avoir son propre canal intuitif, on va dire. Ça peut passer par des sensations corporelles, ça peut passer par plutôt l'auditif, donc entendre des voix. Ça peut paraître bizarre hein, de dire ça là, mais euh, oui, on entend à l'intérieur de soi quelque chose. Et ça peut aussi être des signes dans la vie avec lesquels on est en résonance. C'est-à-dire que dans la vie, on rencontre
au quotidien, plein d'informations, on entend des conversations, on écoute des émissions. Euh, et il y a un moment où on sent que quelque chose est en résonance avec nous et que ça nous parle en fait. Et ça peut être juste ça, l'intuitif. C'est une sensation intérieure aussi. C'est plus de l'ordre de la sensation corporelle. Donc ça peut passer par plein de canaux sensoriels différents. Et parfois, c'est juste, on ne sait pas par quoi ça passe, mais c'est juste une évidence qu'il faut expérimenter tel ou tel soin ou aller voir telle ou telle personne. Et pour moi, c'est vraiment capital dans la société dans laquelle on est ici en Occident aujourd'hui, qui est extrêmement mentale, branchée sur la raison. Il faut tout analyser, tout rationaliser, tout comprendre. Donc, on se prive d'une part de la vérité parce que la- le principe de vérité est régi aussi par deux choses, la raison et l'intuition. L'intuition, c'est la vérité qu'on ne peut pas atteindre par la raison, justement. Et si on se prive de ça, on se prive d'une part de la réalité et même de peut-être de la plus importante, j'oserais le dire, parce que le mental rationnel est tellement pétri de pseudo-savoir, de croyances, de constructions liées à l'éducation et à la société, que c'est plus complètement rationnel d'ailleurs. Alors que grâce à l'intuition, on peut rejoindre une sagesse intérieure qui n'est pas abîmée en fait par tout ça. Euh, et, euh, et donc, enfin, théoriquement, en se soignant, donc en allant de mieux en mieux, pour parler de manière très triviale, euh, en améliorant sa santé et en guérissant, euh, la part de capacité intuitive à ressentir ce qui est bon pour nous augmente, théoriquement. Il y a certaines pratiques qui peuvent permettre vraiment d'améliorer son intuition. C'est toutes les pratiques de voyage intérieur. Donc, je préfère ce terme-là à hypnose parce que il n'y a pas que l'hypnose et l'hypnose ericksonienne, mais toutes les pratiques de voyage intérieur. J'ai pas d'autre mot de guérison des blessures intérieures par l'introspection active et spontanée permettent de développer l'intuition parce que ça permet de- d'améliorer le contact avec son corps, de prendre contact avec son corps et son être. Et toutes les méthodes de ce genre-là, ça peut être des pratiques respiratoires, la méditation, peuvent développer l'intuition, et puis le jeûne aussi, qui est une pratique très intéressante pour, euh, pour rencontrer cette sagesse intérieure et cette intuition. Le point commun entre tout ça, c'est vraiment de repasser par le corps et de refaire confiance à ses sensations, à ce qui se passe dans le corps. Et, euh, et oui, voilà, de repasser par le physique, le corporel, qui a plein de choses à nous dire. Hmm. C'est comme si notre corps et sa sagesse nous parlaient un peu à chaque instant, et puis si on y est présent, on peut, j'imagine, recevoir différents messages pour nous guider là-dedans. Et tu parlais du jeûne, est-ce que tu pourrais nous parler justement de ta découverte du jeûne et ton expérience là-dedans et du sens que ça a pour toi? Mhm. Alors, c'était pendant mon internat aussi, où j'ai découvert le documentaire d'Arte, Le jeûne, une nouvelle thérapie. Et dans mon esprit à l'époque, bah, à nouveau, en fait, on me proposait une pratique qui permet de soulager des douleurs ou soulager des maladies pour lesquelles on n'a aucune solution en médecine conventionnelle. Donc pour moi, c'était une évidence qu'il fallait que je découvre ça euh, et, et que j'apprenne.
parce que ça me semblait être une médecine d'avenir. Donc, j'ai creusé un peu le sujet et puis j'ai effectué mon premier stage de jeûne et puis d'autres par la suite. Et je me suis formée pour en accompagner. Donc, j'accompagne de temps en temps des stages de jeûne aujourd'hui avec beaucoup de joie. C'est des moments très forts euh, et je suis très honorée de ça, très touchée parce que les personnes choisissent de vivre et, euh, et ont le courage de vivre en fait à travers cette pratique qui est pas facile, qui est mal connue et, euh, et qui est mal racontée aussi, aussi bien dans le milieu du jeûne, des jeûneurs, que dans les médias évidemment. Alors Hmm. quel sens ça a pour moi? Hum, le jeûne, ça de génial, c'est que ça peut être pratiqué selon différentes intentions. Et j'insiste toujours beaucoup sur le fait que la première étape, c'est de choisir l'intention. En fait, pourquoi vous voulez jeûner? Euh, c'est une vraie question, ça. Pourquoi? D'ailleurs, la plupart du temps, on devrait dire, mais en fait, t'as pas besoin de jeûner pour l'objectif que tu te fixes là. Mais bon. Euh, donc, d'abord, de répondre à une intention qui peut être très variable. Elle peut être vraiment dans l'optique naturopathique de, entre guillemets, nettoyage, santé, bien-être. Ça peut être spirituel, religieux ou autre, en fait. Et, euh, et donc, ça, c'est la première étape. Ce qui m'a plu dans cette pratique de jeûne, c'est que, comme en homéopathie, on va s'adresser à la force vitale de la personne et faire confiance à cette sagesse intérieure, sagesse physiologique, donc d'une force vitale qui connaît les processus naturels d'auto-guérison et qui sait ce qu'elle a besoin de faire. Enfin, on va lui prêter un savoir, mais vous comprenez ce que je veux dire. Euh, et s'en remettre, en fait, à cette sagesse sans intervention du mental. Et si on fait ça, on donne et c'est extrêmement rare dans notre vie quotidienne, pour une fois, on va donner au corps la possibilité de se nettoyer ou prendre soin de lui-même de la manière dont il a besoin. Et donc, ça demande beaucoup d'écoute. Et il y a deux courants dans le jeûne aujourd'hui. Un courant, enfin, il y en a plus que deux, mais grosso modo, deux courants. Un courant interventionniste, où on va faire participer notre mental, notre raison, en faisant des interventions sur le corps, en contrôlant le déroulement du jeûne avec des techniques. Et puis, il y a un courant où on va plutôt être à l'écoute de ce dont le corps a besoin de manière individuelle. Donc, on va pas appliquer une recette à chaque personne ou définir à l'avance comment le jeûne doit se passer, combien de temps il doit durer et qu'est-ce qu'on doit faire. On va être au jour le jour, en fonction de la personne, s'adapter et suivre les mouvements naturels de la force vitale, se reposer quand elle a besoin de se reposer, éventuellement avoir une petite légère activité physique quand l'énergie est disponible pour ça, accompagner les émotions quand il y a des mouvements émotionnels, etc. Mais éviter d'intercepter les choses pour que ça se fasse naturellement de la manière la plus respectueuse possible des processus, encore une fois, naturels et spontanés d'auto-guérison. Hmm. Tu parlais des intentions que les gens posent généralement avant de jeûner. Et quelle serait l'intention, selon toi, la plus adaptée et celle les plus inadaptées peut-être, des Mm. raisons peut-être pour lesquelles les gens se lancent en jeûne, qui et peut-être pas pour les bonnes raisons. Oui. Alors, la plus adaptée, je peux pas le dire, ça dépend des personnes. Il faut vraiment être individualisé.
Le point commun entre toutes les médecines euh, non conventionnelles, c'est le désir d'individualiser. Donc, jamais de recette, jamais de principe figé ou arrêté. En disant ça, quand même, pour moi, quand on jeûne, il faut avoir comme intention de remettre euh, à la force vitale les, les clés du soin à ce moment-là, de s'en remettre à elle, à la sagesse intérieure. Moi, en fait, je conseillerais pas le jeûne. Je conseille pas le jeûne et, euh, et on n'a pas besoin forcément de jeûner pour obtenir ce qu'on souhaite souvent obtenir, de nettoyage, d'écrassage, tout ça. Un remède homéopathique ou un soin en médecine chinoise efficace peut tout à fait produire les crises d'élimination et tout ce qui se passe dans le jeûne. Si c'est juste ça l'intention, c'est pas forcément nécessaire. Mais c'est une démarche pour moi philosophique, le jeûne. C'est une démarche philosophique de curiosité, de découverte et de confiance en la vie et en son corps euh, qu'on n'a pas forcément avec les autres médecines. Donc, je suis pas en train de dire que on peut remplacer le jeûne par une autre médecine. C'est pas du tout vrai. On remplacera jamais le jeûne par autre chose. C'est complètement. euh, Il n'y a rien qui peut remplacer le jeûne, pas une pilule, surtout pas une pilule. On peut remplacer un phénomène minuscule qui se passe dans le jeûne avec une pilule, mais jamais le jeûne en lui-même. Et, euh, et aucune médecine ne peut remplacer le jeûne en lui-même. Mais je parlais juste de l'effet nettoyage ou l'effet thérapeutique. On n'a pas besoin de jeûner. Le jeûne n'est pas une thérapie en soi. Moi, je l'entends vraiment comme une pratique philosophique, spirituelle. C'est comme ça que je l'entends principalement, parce que si on fait un jeûne au repos, on va automatiquement, dans cette expérience-là qui est si particulière, qui est si éprouvante aussi, euh, devoir prendre contact avec son corps, avec sa présence, avec l'instant présent, avec sa conscience, euh, être à l'écoute. Et voilà, c'est quelque chose qu'on n'aura pas ou très peu avec d'autres pratiques. Évidemment, j'aimerais dire mille choses autres sur le jeûne, mais je pense que j'ai répondu à peu près en accord avec ma pensée du moment. Hmm. Tu parlais de cette dimension spirituelle qu'on peut retrouver dans aussi les différentes médecines. Sous quelle forme on peut la trouver donc dans toutes ces approches que tu as pu notamment, dont tu as pu discuter dans ton livre, de cette dimension-là finalement du corps, on peut passer à l'esprit, puis au côté plus Mhm. peut-être spirituel. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Mhm. Oui et non. Parce qu'en fait, je ne sais pas ce que c'est la spiritualité. Je ne sais pas ce que c'est être spirituel. Euh, enfin, bon, c'est un petit peu une boutade, mais déjà, ça doit être un choix et pas une obligation ou quelque chose de nécessaire aux soins. Voire même parfois, c'est bloquant de vouloir avoir une approche spirituelle de ce qui est en train de se passer. Et je vais prendre de l'homéopathie puisque c'est la médecine dans laquelle moi je me retrouve le plus et celle que je pratique. On va pas du tout ça- enfin, inclure ça, demander ça à la personne, ou ça va pas du tout être nécessaire à sa guérison de s'intéresser à la spiritualité euh, de son soin, par exemple. Mais si c'est quelque chose qui l'intéresse, ça peut être euh, vraiment aidant d'aller voir la dimension spirituelle du remède qui l'a guéri. Donc pas en amont, mais après, une fois que le remède a guéri, ça peut être intéressant de voir la dimension spirituelle, donc qu'est-ce qu'il nous raconte sur le plan spirituel. Ça, c'est si on a envie et, et en homéopathie, on est parfois même mis en difficulté avec les gens qui sont trop dans des recherches spirituelles, entre guillemets,
parce que ça mouline trop dans la tête et c'est bloquant pour être vraiment au contact de soi-même et de sa maladie. Et j'en viens à dire ce qui peut définir la spiritualité d'une certaine manière, et bah, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est le corps. C'est le retour au corps, au physique en fait. Ça semble très paradoxal, mais c'est dans le physique, dans le corps physique, c'est dans la matière, c'est dans l'action que se révèle la spiritualité et pas dans des considérations mentales euh, telles qu'on peut vraiment voir fleurir aujourd'hui, quoi. Mm. Et donc, je pense enfin, que dans toutes les médecines, médecine chinoise, ostéopathie, etc., si on veut inclure la dimension spirituelle en tant que patient, on peut le demander à la personne qui nous accompagne, qu'elle nous, qu'elle nous oriente en fonction de son diagnostic et du traitement qu'elle fait, sur tous ces aspects-là, en correspondance avec le paradigme dans lequel on est. Euh, de s'investir de cette façon-là. Voilà, de manière générale, quand on commence à s'intéresser à sa santé et à consulter ce genre de thérapeute de médecine, c'est une forme de spiritualité en soi, puisqu'on va rentrer dans son corps, euh, on va devoir s'observer. Et c'est plutôt ça qui est spirituel que d'avoir des considérations sur le yin, le yang ou sur les causes émotionnelles de ces maladies, quoi. Je sais pas si c'est très clair, mais j'espère que vous me suivez. Est-ce qu'une de ces voies, justement, pour se retrouver dans le cas où on peut être perdu dans toutes ces considérations spirituelles et mentales, ça peut être le retour à l'instant présent, dans l'idée où peut-être que dans la maladie, il y a tout ce qui vient du passé qui a amené à cette situation, il y a toutes les projections futures, de la temporalité de la guérison et des envies enfin, des besoins d'apport de soins, et ce qui, je crois, souvent on projette dans le temps avec différentes euh, opérations ou différentes choses à faire dans le temps pour qu'on puisse y arriver. Est-ce qu'une des voies aussi pour peut-être mieux se Mm, reconnecter à soi-même, ça peut être cet mm, instant présent et mm. est-ce que tu pourrais nous parler justement peut-être de l'intérêt que ça peut avoir dans le soin? Euh, oui, en fait, je suis pas. L'instant présent, ça reste un champ d'investigation pour moi sur lequel je suis pas au point moi-même, je dirais. Ou peut-être que c'est une recherche perpétuelle de toute la vie, hein. Mais j'aurais du mal à en parler en ces termes-là, surtout dans la maladie ou dans le malheur. Euh, Par contre, c'est vrai que euh, il y a beaucoup de personnes qui considèrent trop le passé sans voir que en fait le passé est présent ou qui cherchent des causes à l'extérieur, pour dire les choses autrement. Donc, qui cherchent des causes à l'extérieur dans leur passé ou à l'extérieur chez d'autres personnes, donc dans leur vie intérieure ou dans le transgénérationnel. Alors que là, donc on est dans d'autres espaces-temps, mais sans voir que si c'est ça qui leur parle aujourd'hui, euh, si, euh, si elles se sentent en résonance avec une problématique transgénérationnelle ou dans le passé, c'est parce que c'est présent là, maintenant. C'est, c'est pas dans le passé. Euh, Ça va être intéressant de faire un voyage intérieur au contact de cet enfant blessé du passé, parce que c'est un support, c'est une image, c'est une symbolique, c'est un, un décalage, un déplacement de la problématique du jour, de la problématique présente. Ça peut sembler évident ce que je suis en train de dire, mais en fait, ça l'est pas toujours. Quand on fait ça, on ne trafique pas dans le passé ou on ne trafique pas une, euh, une vie antérieure ou du transgénérationnel. On est vraiment dans le présent de soi-même. C'est
Est-ce que c'est clair ce que je dis? Euh, Si on ressent une problématique euh, dans le passé ou dans d'autres vies, c'est parce elle est en résonance avec quelque chose qui se passe en nous dans le présent. Et donc toujours ramener au fait que c'est pas l'extérieur, c'est pas un événement du passé, c'est pas une autre personne ou une autre vie, c'est là maintenant, c'est moi. Et de revenir à ce qui se passe maintenant. Euh, Il y a beaucoup de gens aussi qui cherchent les symboliques des maladies. Ça peut être très intéressant. Moi, je suis pas du genre à dire que c'est pas intéressant, mais par contre qu'il faut faire encore une fois ce travail d'individualisation. Parfois, on va correspondre à la symbolique collective de la maladie qui est transcrite dans des livres ou sur des sites qui sont très chouettes et très bien faits, qui donnent une idée générale, mais il y a toujours une symbolique collective générale et une symbolique personnelle. Et, euh, et pour la chercher, il suffit juste de regarder qu'est-ce qui se passe en soi-même dans le présent. Il n'y a pas forcément besoin de chercher des analyses poussées ou d'essayer de faire des jeux de mots pour savoir quel est le problème. Euh, Ça se révèle tout simplement en observant ce qui se passe en nous, physiquement, émotionnellement, etc. Est-ce que, selon toi, certaines sensations, émotions, je pense à la joie, l'amour ou l'amour de soi peuvent être, la gratitude également peuvent être des ressources euh, lorsqu'on traverse des moments difficiles ou tu parlais de malheur ou de maladie, est-ce que ça peut être des choses qui peuvent être aussi aidantes dans ces situations-là? Ah oui, je le crois profondément, euh, mais que c'est pas forcément quelque chose qu'on peut avancer à tout le monde à n'importe quel moment du soin ou de la thérapie ou de la consultation. Ça peut être délicat. Il y a des personnes qui peuvent pas du tout l'entendre, à mon avis, ou vraiment en délicatesse, quoi. Mais ça fait partie, en tout cas, moi, je l'ai mis dans le groupe des approches psychospirituelles de la santé. L'amour est guérisseur en lui-même, encore faut-il savoir ce qu'on met derrière ce mot-là et comment on le définit. À mon avis, on a aussi beaucoup transformé son sens et on a perdu un peu le sens de ce mot et ce qu'il implique comme action, comme choix à faire en son nom. Euh, et la gratitude, oui, alors je parlais tout à l'heure de... Oui, ça peut être la gratitude envers ce que la maladie nous fait vivre, même si c'est pas facile à dire ou à entendre pour certaines personnes. La gratitude envers les capacités de son corps, la gratitude envers tout ce qui peut se passer autour de la maladie, les rencontres qu'on va faire, les découvertes, les compréhensions, les prises de conscience. Euh, et puis, tu parlais peut-être juste de la gratitude au sens large, de remercier pour ce qu'on a. Euh, Quand on perd la santé, quand on perd la joie, bah, remercier parce qu'on a encore un toit, remercier parce qu'on a encore des proches, remercier d'être toujours de contrebalancer en fait l'horreur, euh, la douleur avec, avec un sentiment de contrebalancer avec ce qui nous reste de sentiment de plénitude ou de joie euh, ou de chance. Ça peut permettre, à mon avis, mais ça c'est vraiment très personnel et c'est de l'ordre de la croyance. Tout est de l'ordre de la croyance, mais il y a des bonnes croyances, il y a des croyances qui soutiennent, il y a des croyances constructives. Et on peut avoir ce type de croyance-là qu'en entretenant des émotions fortes, des sensations fortes de gratitude et d'amour, si on se sent à l'aise avec ce mot-là, peut aider à traverser l'expérience de la maladie. La confiance aussi.
Et justement, dans toutes ces croyances, puisque je crois que dans chacune de nos vies, euh, chacune de nos vies doit être pleine de croyances diverses et variées, celles qui nous limitent, celles qui peuvent être peut-être ressources. Comment est-ce qu'on peut faire le tri dans tout ça et est-ce qu'il y a certaines croyances auxquelles tu te confrontes, toi, lorsque tu échanges avec certaines personnes et qui peuvent être peut-être limitantes? Hmm. Les croyances limitantes dans un chemin de santé. Mhm. Hmm. Hum, Alors la première qui me vient, en fait, c'est bizarrement la plupart des personnes qui consultent en médecine non conventionnelle, médecine complémentaire, alternative, naturelle, etc., ont cette notion que le corps est un tout, corps, esprit, âme, etc., et qu'il faut le soigner de manière holistique, mais elles ne le font pas forcément. Et il y a cette idée, croyance peut-être, que parce que c'est naturel, c'est bon pour soi. Et en fait, non. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui se soignent en allopathie naturelle. Et c'est rien d'autre que de l'allopathie. Et ça traite le symptôme. Et comme je le disais tout à l'heure, ça traite pas la personne, ça traite pas le fond, ça traite pas à la racine. Donc, le risque qu'on prend, c'est soit que la maladie récidive, soit qu'elle s'inscrive dans le corps à un autre endroit, parce que la force vitale, elle est obligée de d'exprimer sa disharmonie quelque part. Donc, il y a des personnes qui traitent, par exemple, les verrues avec du magnétisme ou des plantes euh, ou, euh, ou je sais pas quoi d'autre avec des techniques dites naturelles. Et en fait, ça va faire que supprimer le symptôme, alors que tout, y compris les verrues, ça doit se soigner par un traitement interne, un traitement de la force vitale. Et comme je disais tout à l'heure, c'est un symptôme cutané, donc extérieur. Il n'est pas attendu qu'il guérisse avant les symptômes psychiques, etc. Ou en tout cas, il faut une guérison globale. Voilà, donc ça, je sais pas si c'est vraiment une croyance, mais enfin, c'est une erreur ou une attitude qui me semble importante à signaler. Je dis pas que c'est pas bien le magnétisme ou c'est pas bien les plantes. Je dis juste qu'il faut toujours avoir conscience des principes de guérison et de la vision holistique. Si on soigne juste un symptôme, on se soulage rapidement, mais en fait, on porte préjudice en fait à l'ensemble du corps et de l'écosystème génial qu'il forme. D'autres croyances, ouais, je sais pas. Il y a beaucoup de personnes qui demandent enfin, qui demandent si leur problème est lié à leurs émotions. Ou vous pensez que c'est dans la tête? Ça, c'est une phrase qui revient souvent. En fait, c'est ni dans la tête, ni dans, enfin, c'est pas ou dans la tête, ou dans le corps, ou dans les deux. Euh, En fait, il n'y a pas une maladie qui existe uniquement mécanique, ou uniquement dans le corps, ou uniquement dans la tête d'ailleurs. Enfin, on dit en homéopathie que l'expression de la maladie, elle est répartie à différents niveaux de l'être, que ce soit le corps, les émotions, le mental, mais c'est jamais dissocié en fait. Et parfois, ça peut osciller de l'un à l'autre. L'expression de la maladie est plutôt dans le physique ou plutôt dans l'émotionnel. Donc, parfois, la personne va beaucoup moins bien, elle est toute déprimée, mais elle a plus de symptômes sur le corps. Et si on donne un remède qui inverse les choses, euh, elle ira mieux dans sa tête et les symptômes vont revenir dans le corps. Mais c'est juste des transferts énergétiques et une expression différente, mais c'est la même maladie. Donc, moi, bah, ça m'attriste en fait qu'il y ait des médecins qui disent que c'est dans votre tête les symptômes ou c'est absolument horrible de dire ça. Euh, mais on ne peut pas dissocier les deux. C'est forcément, il y a une seule force vitale, il y a un seul être. Alors, il y a la partie qu'on voit, c'est le corps physique très matériel, mais en fait, c'est exactement la même chose.
que l'étage émotionnel ou l'étage psychologique. Donc c'est pas culpabilisant de peut-être c'est dans la tête, il y a toujours une partie psychique, émotionnelle, ça peut pas exister autrement. Enfin, moi, je crois pas du tout au traumatisme et aux troubles mécaniques comme ça, décorrélés de l'être profond de la personne. Voilà, il y a sans doute d'autres croyances, mais là, j'en ai pas qui me viennent. Si tu veux que j'en discute une en particulier, dis-moi. Je pensais je pensais à des choses qu'on peut entendre souvent, notamment autour de la fièvre ou le fait d'attraper froid. Ah oui. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Hmm. Je pense que autour de la fièvre, et il y a beaucoup d'affects et de sensibilité qui s'invitent, voire de l'atavisme avec beaucoup de peur qui vient de très loin dans l'histoire humaine. Donc la fièvre est associée à la maladie grave, la maladie infectieuse et la mort, à juste titre parce que pendant de longs siècles, c'est sans doute à ça qu'elle menait la plupart du temps. Mais aujourd'hui, la plupart des fièvres sont plutôt des symptômes de juste d'activation de processus immunitaires dans le corps qui qui sont pas forcément dangereux. Et la fièvre va être nécessaire pour activer le système immunitaire, pour détruire les bactéries, les virus. Donc c'est un processus nécessaire et naturel qu'il faut respecter au maximum et pas vouloir faire baisser. Alors que dans la médecine conventionnelle, la plupart du temps, pour apporter du confort à la personne, on va conseiller de faire baisser la température. Ça fait, euh, Ça fait que ralentir l'évolution de la maladie, la faire durer, euh, voire enrayer la bonne évolution de la maladie. Et puis les médicaments qu'on donne pour ça sont pas forcément super. Alors, il y a des situations dans lesquelles on va vraiment vouloir faire baisser la fièvre et ça, le médecin doit les identifier. Mais la plupart du temps, tant qu'on peut, il faut essayer de la maintenir en restant dans de la sécurité, évidemment, pour éviter les déshydratations et autres. Euh, et la croyance qui va avec, d'attraper froid, etc., oui, c'est celle d'être attaqué par les microbes, être attaqué par des agents extérieurs, choper quelque chose, etc. Hum, je trouve ça dommage qu'on ait ce vocabulaire-là parce que euh, dans ces situations, bah, on se place dans une situation de victime et d'être attaqué, c'est violent, c'est fort, alors qu'on pourrait aller voir les choses autrement et ce serait plus constructif et ça aiderait sans doute plus à guérir. Enfin, en tout cas, moi, j'ai cette croyance-là que quand on met en soi des bons mots, une bonne attitude, une bonne disposition à, à rencontrer la maladie, on peut se soigner et guérir plus facilement. Euh, Effectivement, c'est vrai, et autant en médecine chinoise qu'en homéopathie, qu'en naturopathie, on identifie des facteurs extérieurs à la maladie, avec des facteurs climatiques, avec des germes qui circulent, mais ils viennent toujours rencontrer un facteur intérieur, interne, propre à la personne de faiblesse immunitaire ou de faiblesse énergétique, on peut appeler ça comme on veut. Euh, et donc, à mon sens, si on tombe malade, entre guillemets, ou si on déclare un virus, une bactérie, c'est qu'on y a été sensible, qu'on a été en résonance avec euh, sur le plan énergétique ou sur le plan de notre histoire, que notre histoire correspond à l'histoire que raconte ce virus ou cette bactérie. Et donc, on déclare la maladie de cette manière-là. Il y a aussi beaucoup de maladies infectieuses qu'on pense avoir attrapées ou chopées ou été attaquées par, qui viennent de nous-mêmes en fait, des germes qui sont en nous et qui, à un moment donné, prennent le dessus, augmentent, déséquilibrent la flore générale du corps
Et alors ils sont vraiment venus de nous et le déséquilibre vient de nous, intérieur, énergétique. Et c'est plutôt réjouissant parce que ça veut dire que si le dérèglement vient de nous, on peut le, le rétablir, rétablir cet équilibre qui va atténuer l'expression de la bactérie ou du virus qui a émergé. Ça me semble beaucoup plus rassurant que de se sentir euh, à la merci de virus et de bactéries extérieures. Hmm. Et tu parlais tout à l'heure de l'être profond, euh, même si, comme tu le disais, il faut toujours individualiser et adapter à soi-même et à sa situation. Mm. Et comment est-ce que, disons, on pourrait, dans un ordre un petit peu général, prendre soin de cet être profond et du coup, forcément de son corps et de soi-même? Qu'est-ce qui pourrait être ressource? Qu'est-ce qu'il est pour toi, par exemple? Mm. Je pense que c'est à chacun de définir ça. C'est comme la spiritualité, en fait. C'est à chacun de définir le sens qu'il veut donner à ça. C'est très sacré, c'est très solennel. Euh, donc c'est une question difficile. Et je pense que tout, en fait, peut mener à ce soin de l'être profond, c'est-à-dire s'apporter une eau correcte, s'apporter une alimentation qui nous correspond, euh, s'accorder du temps, s'accorder du repos, c'est tous les piliers aussi de la naturopathie, mais en fait, prendre soin de soi, s'accorder une introspection, une observation intérieure, euh, essayer de, de trouver son... Alors, j'aime pas trop, j'ai pas envie d'utiliser des mots qui pourraient être mal compris ou tordus ou tordus dans ma bouche, mais d'accorder sa vie à qui nous sommes, euh, aux aspirations profondes. Et ça, bah, pour les trouver, chacun a ses pratiques, doit rencontrer des personnes et trouver ce qui lui correspond pour découvrir ça. Euh, il faut enlever des couches de, de malheur, de souffrance, de construction sociétale, familiale. Euh, voilà, mais je pense que c'est très, très personnel. Hmm. Mais écoute, merci beaucoup pour toutes ces réponses. On arrive à la fin du podcast. Je vais Mm. te poser la question rituelle. Si tu avais un dernier message à transmettre à l'humanité, comme une bouteille à la mer, quel serait ce message? Ouais, alors quand j'ai su que j'allais devoir répondre à cette question, j'ai été bien embêtée. Et la première chose qui m'est venue, c'est que j'ai vraiment rien à dire à personne. C'est qui suis-je pour dire quoi que ce soit en fait. J'ai pas envie de donner une nouvelle injonction ou un nouveau slogan ou de lancer une bouteille à la mer comme s'il y avait euh, comme si j'avais vraiment quelque chose à dire pour l'humanité. Alors c'est pas très crédible vu le bouquin que j'ai écrit et la conversation qu'on vient d'avoir. De toute évidence, j'ai des choses à dire, mais euh, plus je plus j'expérimente, plus j'apprends, plus je sais, plus je comprends, moins je comprends en fait. Et je comprends de moins en moins de choses sur ce monde et sur cette humanité et sur la santé, ce qui est peut-être une bonne voie finalement. Euh, je fais, je fais une petite digression avant de répondre à ta question, mais je crois que enfin, pour continuer dans ma pensée, c'est que personne ne peut dire à qui que ce soit ce qui est bon pour lui ou ce qui est vrai pour lui. Et ça s'applique à la santé, évidemment. Chaque thérapeute, son job, c'est vraiment d'aller au contact de la personne dans sa force vitale et pas de venir lui appliquer ses propres connaissances brutes, en fait. C'est des connaissances qui vont s'adapter à la réalité de la personne et de son être.
Euh, donc, je dirais, je sais que tu es un lecteur plus assidu que moi du Tao Te Ching, mais la phrase avec laquelle j'étais le plus d'accord dans ce livre, c'est que toute vérité est paradoxale. Et donc, un de mes messages, ce serait que quand on pense avoir atteint une idée vraie, sur quoi que ce soit, hein, sur soi, sur le monde, et qu'elle semble claire, qu'elle semble unilatérale, c'est qu'elle est nécessairement incomplète. Euh, Toute vérité est juste si son contraire est juste aussi. Il n'y a de vérité que paradoxale. Le contraire de la chose est aussi vrai. Et donc, en fait, il n'y a pas de vérité dans laquelle on ne puisse pas se perdre, parce que ça entraîne une certaine confusion, évidemment. Et c'est cette confusion, à mon avis, qui permet un lâcher-prise réel, euh, une acceptation réelle de ce qui est. C'est comme ça que cette vérité, qui est très difficile à atteindre, du coup, vient nous toucher vraiment euh, dans notre cœur et vient rencontrer notre propre vérité intérieure par notre intuition, justement. Euh, parce que le champ de la raison est rendu confus par cette vérité paradoxale, on est touché au cœur via l'intuition. C'est là qu'elle se révèle en fait. Euh, voilà, c'est ce qui est essentiel pour moi pour comprendre et évoluer dans la vie. Euh, ouais, je pourrais en dire tellement là-dessus, mais voilà. Donc, je voulais pas avoir une nouvelle injonction à rajouter, mais si j'avais peut-être un dernier message, ce serait, on parlait de gratitude tout à l'heure, de se remercier, de se féliciter. Ce serait remerciez-vous et félicitez-vous. Ça peut, c'est un peu étonnant, c'est un peu inhabituel et je vous le propose là parce que c'est ce que j'expérimente en ce moment. Mais souvent on prie et on médite pour remercier la vie ou demander des choses. Mais si on inversait, si on inversait et qu'on se pose et qu'on observe en fait qu'il y a quelque chose euh, qui nous remercie d'être là, qui nous remercie de jouer le jeu de cette vie qu'on comprend pas et avec toutes ces difficultés, euh, qu'on est remercié en fait. Merci de faire de notre mieux. Merci de peut-être parfois pas faire de notre mieux, mais de s'en rendre compte et d'avoir l'intention de faire mieux après. Merci, euh, oui, pour cette vulnérabilité. Merci pour le parcours effectué et celui qui s'ouvre. J'ai l'impression, moi, quand on ressent que la vie nous remercie, en fait, pour ce qu'on fait, il y a quelque chose qui baisse la garde, il y a quelque chose qui lâche, euh, et que euh, on n'est plus dans cette lutte à essayer d'enfoncer des portes qui pourraient simplement s'ouvrir en tirant. J'aime bien cette image. Euh, il y a quelque chose qui s'ouvre en soi et voilà, on peut faire cette inversion et juste se dire merci à soi-même et ressentir que la vie nous remercie pour qui on est. Voilà, donc merci, merci à chacun. Ce serait ce que j'aurais à dire. Hmm. Eh bien, merci beaucoup pour ces mots de la fin. Euh, donc pour ceux qui nous écoutent, vous trouverez toutes les informations et tous les liens pour suivre ce que tu partages donc dans la description du podcast et également le lien pour se diriger vers le livre que tu as écrit, Comment se soigner et guérir aujourd'hui aux éditions Exuvie. Donc encore un grand merci Isor Merci à toi. et à bientôt pour un prochain podcast.